L'homme qui a remporté le Tour de France. Un champion L'accélération d'Armstrong est absolument terrifiante. ou un tricheur? Les gens disent c'est impossible et il prend forcément quelque chose. Une légende C'était un héros. ou un menteur? C'est idiot de penser que je risquerais de nouveau ma vie en prenant des produits dopants. Un prodige Rien ne m'arrêtera. ou un manipulateur? Voici les dessous de l'histoire. On était avec lui ou on était contre. Les produits dopants, Lance Armstrong et l'équipe de l'US Postal ont mis sur pied le programme de dopage le plus sophistiqué qu'on ait jamais vu. la tromperie organisée Lance Armstrong est le plus grand tricheur de l'histoire du cyclisme. et les dégâts collatéraux. Lance Armstrong était le symbole de la réussite à l'américaine, jusqu'à cette fameuse interview face à Oprah Winfrey. Avez-vous pris des substances dopantes illégales? Oui. Le cycliste l'avoue enfin. Aucune de ses 7 victoires du Tour de France n'a été remportée proprement. Lance Armstrong a utilisé, détenu et distribué des substances dangereuses afin de gagner le Tour. 1999. L'équipe sponsorisée par l'US Postal Service se rend en Europe avec l'objectif avoué et improbable de remporter la plus grande compétition cycliste du monde, le Tour de France. À sa tête, une étoile montante, Lance Armstrong. Je le suivais depuis ses débuts. Tyler Hamilton est un des lieutenants d'Armstrong dans le peloton. C'était presque comme une grande famille, une fraternité. C'était un honneur d'être son coéquipier. Le Tour de France est l'épreuve la plus prestigieuse du monde. Pendant 3 semaines, les cyclistes de plus de 20 équipes s'affrontent sur plus de 3200 km, en plaine et en montagne, jusqu'à l'arrivée sur les Champs-Élysées. Le cyclisme professionnel tient à la fois de la NASCAR et de la course hippique. Par moments, c'est presque un sport de contact, avec des drames humains et des souffrances extraordinaires. Mais en 1999, l'équipe hétéroclite de Lance Armstrong n'a rien d'une équipe de champions du monde. Personne ne s'attendait à ce qu'elle gagne. 3 ans plus tôt, Lance Armstrong a appris qu'il souffrait d'un cancer virulent. J'étais dans le déni total. J'ai 25 ans, je ne peux pas avoir de cancer. Il a subi une chimiothérapie et suivi un traitement médicamenteux qui aurait pu réduire à néant sa carrière sportive. Il a eu énormément de chance de s'en sortir. En 1999, quand il annonce qu'il prendra le départ de la Grande Boucle, il n'a encore jamais fait mieux que 36e. À l'époque, il était nettement moins sûr de lui. Il n'était pas sûr de ses capacités après un cancer. En 1999, Lance Armstrong n'est pas une menace. Mais lors de l'étape du prologue, l'Américain étonne tout le monde en pulvérisant le record de l'année précédente de 16 secondes. C'est incroyable! Quand il s'est fixé un but, il ne faut pas se mettre en travers de son chemin. C'est le moment qui marque le retour d'Armstrong dans la compétition. Un retour dû à un entraînement physique extraordinaire et au dopage érigé en système. Il avait commencé au milieu des années 90 au sein de l'équipe Motorola. En 2012, Steven Swart, ancien membre de cette équipe, a reconnu s'être dopé avec Armstrong à cette époque. J'ai commencé pour être à la hauteur et ne pas laisser tomber l'équipe. D'après lui, Lance Armstrong et plusieurs de ses coéquipiers se dopent et en parlent ouvertement entre eux. C'est pendant l'entraînement qu'on avait ce genre de conversation. On envisageait alors sérieusement de passer à l'EPO. Les cyclistes cherchent à repousser artificiellement leurs limites physiques depuis que ce sport existe. Mais en 1998, l'étendue du dopage dans le milieu professionnel éclate au grand jour. Peu avant le début du Tour, les douaniers français découvrent de grandes quantités de substances illégales dans la voiture d'un soigneur de l'équipe Festina. L'année suivante, les organisateurs tentent de faire oublier le scandale en rebaptisant le Tour 1999 le Tour du renouveau.
Mais d'après les témoignages publiés par l'agence américaine antidopage, l'USADA, c'est Lance Armstrong qui pousse certains de ses coéquipiers à se doper. Certains d'être capables de remporter le Tour 1999, ils s'entourent de la meilleure équipe possible. Le rapport de l'USADA montre qu'un élément essentiel du système est le docteur Michele Ferrari, un médecin et préparateur italien que le coureur consulte discrètement depuis des années. Dans le milieu, le docteur Ferrari était connu comme le spécialiste du dopage. Il est réputé pour avoir une approche très intellectuelle du cyclisme, très arithmétique. Il adorait faire des tableaux avec plein de chiffres. Il est aussi accusé par certains d'employer des méthodes douteuses. Mais malgré sa réputation, il affirme que son programme est parfaitement régulier. Plusieurs membres de l'équipe US Postal ont déclaré à l'USADA que le médecin les conseillait dans la prise de produits interdits. Tyler Hamilton est l'un d'eux. Ça a commencé avec une gélule rouge de testostérone. Je voulais pas me singulariser. C'était peu de temps avant le Tour de France. Je savais que si je voulais être sélectionné dans l'équipe, ce serait un facteur décisif. Les coureurs idéalistes comme Tyler Hamilton se retrouvent pris dans l'engrenage. On leur apprend d'abord à s'injecter de la vitamine B12. De cette façon, ils prennent l'habitude des seringues. Le plus inquiétant, c'est qu'on leur répète « tout le monde le fait », comme ce qu'on peut entendre à l'école. Même pour un sportif au meilleur de sa forme, une course cycliste est traumatisante physiquement. Des produits interdits comme la cortisone, la testostérone et l'hormone de croissance contribuent à soulager la douleur et à augmenter la masse musculaire. Mais il existe une autre substance encore plus recherchée par les coureurs, une hormone qui stimule les globules rouges. Pour ne pas parler ouvertement d'OPO, l'équipe l'avait baptisé Edgar, comme dans Edgar Allan Poe. L'érythropoïétine synthétique est souvent utilisée dans le traitement de l'anémie. Le PO augmente le taux de globules rouges, les cellules sanguines qui transportent l'oxygène dans le corps. Les globules rouges fabriqués artificiellement fournissent aux muscles un apport supplémentaire d'oxygène. Un cycliste dopé à l'EPO est beaucoup plus endurant et peut dépasser les limites de son système cardiovasculaire. À l'arrivée, on n'est pas fatigué. On est beaucoup plus frais et on récupère nettement plus vite. Le rapport de l'USADA explique qu'en 1999, Lance Armstrong et certains coureurs de l'US Postal sont parvenus à optimiser la prise de PO. Le vrai problème est alors de s'approvisionner en toute sécurité pendant le Tour. D'après Tyler Hamilton, Armstrong élabore un plan. Pendant la course, un Français resté inconnu attend l'appel des coureurs sur son mobile prépayé. C'est l'homme à tout faire d'Armstrong, surnommé le motard par les membres de l'équipe US Postal. Oui. Dès qu'il a reçu ses instructions, il fonce. Il transporte un thermos rempli de PO. Le rendez-vous est fixé dans un secteur bondé de fans de la grande boucle où il est certain de passer inaperçu. Sa mission ? Livrer des seringues de PO à Armstrong et à ses coéquipiers dès qu'ils en ont besoin. La sophistication du plan tenait au fait qu'ils avaient pensé absolument à tout. Voilà ce dont on a besoin et voilà comment on va faire pour que personne ne se rende compte de rien. Le motard se glisse dans le camping-car de l'équipe, ouvre son thermos et distribue les doses de PO. À leur retour, les coureurs trouvent les seringues prêtes à l'emploi cachées dans leurs chaussures. Après s'être injecté le produit, chacun dissimule sa seringue dans une canette de soda. Il la jette, puis se prépare pour l'étape suivante. Le 13 juillet 1999, lors de la première étape de montagne, un petit groupe de coureurs s'échappe du peloton en direction du col, à 1800 mètres d'altitude. Les fans se demandent si Lance Armstrong, un outsider qui a vaincu le cancer,
sera à la hauteur. Ça n'était pas un super grimpeur. Lors des tours précédents, il n'avait pas été au niveau des meilleurs en montagne. Mais l'Américain balaie tous les doutes. L'accélération d'Armstrong est absolument terrifiante. Il dépasse 2 des meilleurs grimpeurs du monde, comme s'il faisait du surplace. Il s'envole vers la victoire à Sestriere. Remportant l'étape avec 30 secondes d'avance, il se rapproche encore de la victoire finale à Paris. Il regarde vers le ciel. Je me sens super bien. Et surtout mon équipe aussi. On a de bonnes chances de gagner. Le moral est au beau fixe, malgré les rumeurs gênantes de tricherie. Armstrong et les siens ont toujours su les faire taire. Il revient, il est en tête du tour, et il va peut-être le gagner. Et vous savez ce que les gens disent? C'est impossible, il prend forcément quelque chose. Notre secret, c'est qu'on bosse. Pourtant, en coulisses, le Texan est confronté à un gros problème. Un de ses tests s'avère positif à la cortisone, une substance interdite sans prescription médicale. Emma Aurélie était la masseuse de l'équipe. Elle a témoigné sous serment que le coureur et les cadres de l'US Postal avaient imaginé une solution toute simple: antidater une ordonnance pour de la cortisone. Cela voulait dire qu'il avait commencé à en prendre avant le début du tour. Il était déjà sous traitement. Emma Aurélie a vu beaucoup de choses au sein de l'équipe. L'UCI, l'Union cycliste internationale, se satisfait de l'explication. C'est idiot de penser que je risquerais de nouveau ma vie en prenant des produits dopants. Les accusations de dopage sont éclipsées par l'histoire extraordinaire de ce comeback sportif. Il est évident que tout le monde s'est laissé aveugler par son retour à la compétition après un cancer. Le 25 juillet 1999, le monde entier acclame sa première victoire au Tour de France. L'homme qui a remporté le Tour de France, le second cycliste américain à réussir cet exploit. Le nouveau roi du cyclisme est couronné sur les Champs-Élysées. Ça a été dingue. Le Tour de France est épuisant. Le corps a envie de repos. Pourtant, pas question de se reposer. Le besoin d'aller plus vite va l'entraîner toujours plus loin. À la surprise générale, Lance Armstrong a remporté le Tour de France 1999. Le Tour de France, c'est le Tour de Lance. Un contrôle positif à la cortisone n'a apparemment démontré qu'une seule chose. Dans le monde du cyclisme de haut niveau, il ne suffit pas d'être le meilleur coureur. Il faut être aussi un professionnel du dopage. C'était une époque très sombre. Le dopage était général. La majorité du peloton était concernée. C'est une question de préparation et de choix du médecin avec qui on travaille. C'est ce qui fait la différence entre le numéro 1 et le numéro 2. Quand ses principaux rivaux utilisaient un produit, il le savait et réclamait la même chose à ses médecins. Il se tenait au courant de ce que les autres faisaient pour avoir toujours une longueur d'avance. Pour les coureurs, il est essentiel d'être prévenu des contrôles, mais cela devient de plus en plus difficile. Depuis 2000, le bruit court dans le monde du cyclisme qu'un nouveau test de détection de l'EPO est en train d'être mis au point. Mais l'USADA et d'anciens coéquipiers d'Armstrong ont révélé que le docteur Michele Ferrari et Lance Armstrong avaient été mis au courant de son fonctionnement. Beaucoup de gens savaient comment ça marchait, mais son équipe a eu l'intelligence de se demander comment s'arranger pour ne pas être testé positif. Au cours de l'été 2000, Tyler Hamilton, Lance Armstrong et un autre coureur de l'US Postal se rendent dans un hôtel discret à Valence en Espagne pour préparer la première étape d'une transfusion sanguine. On leur a prélevé du sang qu'ils devaient se réinjecter pendant la course afin d'augmenter leur endurance. Appelée transfusion autologue, cette procédure n'est pas nouvelle. Utilisée par les sportifs pour améliorer artificiellement leur performance, elle est interdite depuis 1986. Se faire transfuser dans une chambre d'hôtel, c'est vraiment glauque.
Au bout d'1 heure, les poches de sang sont rangées dans une glacière et stockées au frais. Quelques semaines plus tard, le 11 juillet 2000, les 3 hommes se rendent dans une autre chambre d'hôtel près du mont Ventoux. Ils ont accroché les poches de sang à un cintre, les ont pendus à un clou et ont procédé à la transfusion. En moins d'1 demi-heure, le sang prélevé en Espagne à chacun des coureurs est réinjecté. Tyler Hamilton a raconté avoir eu la sensation d'un liquide froid qui pénétrait dans son corps. Entre-temps, les coureurs ont reconstitué leurs réserves sanguines. Grâce à la transfusion, ils disposent désormais de milliards de globules rouges supplémentaires qui transportent l'oxygène vers les muscles. L'apport de sang est la méthode la plus efficace pour améliorer ses performances. Le PO met du temps à agir. Avec une transfusion sanguine, c'est immédiat. Et contrairement à l'EPO, c'est une méthode de dopage très difficile à dépister. 13 juillet 2000. 2 jours après la transfusion, les 3 hommes prennent le départ d'une étape de montagne réputée difficile. Lance Armstrong espère bien remporter son second Tour de France. Chaque étape de montagne remportée était un pas de plus vers la victoire finale. Une nouvelle fois, le Texan attaque. Regardez l'action d'Armstrong, c'est une surprise. Ulrich n'a rien fait pour le contrer quand il l'a vu accélérer. S'est lancé à la poursuite de l'homme en rose. Lance Armstrong rattrape un des plus grands grimpeurs de tous les temps, l'Italien Marco Pantani, disqualifié au Tour d'Italie l'année précédente parce qu'il présentait des valeurs sanguines anormales. Il a lancé un long regard à Pantani, comme pour lui dire « Tu vas regarder ma roue arrière, Marco ». C'est un moment extraordinaire. Les 2 hommes sprintent pendant toute l'ascension. Personne n'aurait pu grimper aussi vite sans être dopé. Dix jours plus tard, Armstrong gagne son second Tour de France et de nouveau, les accusations de dopage vont bon train. Mais il fait face à ses détracteurs et va même jusqu'à les défier dans une pub pour Nike en 2001. Tout le monde veut savoir à quoi je marche. Je ne marche à rien. Je me casse le cul sur mon vélo 6 heures par jour. Et vous ? Betsy Andreou est la femme du coureur Frankie Andreou, ancien coéquipier et proche d'Armstrong. Elle a été le témoin direct de ces tactiques. Lance se reposait sur les médias et les hommes politiques. Il savait caresser dans le sens du poil les gens qui avaient du pouvoir. C'est comme ça qu'il a bâti son empire. Il faisait taire très vite les accusations de dopage et les critiques sur sa carrière. Lance Armstrong est très persuasif. Pourquoi prendrais-je ce risque ? J'ai tout. De l'argent, des contrats, une famille, un nom. Vous croyez que quand mon fils entrera au lycée en 2012, j'ai envie qu'on lui dise « Ah, Luke Armstrong, ton père s'est fait coincer ». Tandis que le champion nie avec assurance, les membres de son équipe jouent un jeu dangereux avec les agences antidopage. Là, tout de suite, l'Amérique et le monde entier vous écoutent. Avez-vous déjà pris des produits dopants? Non, jamais. Pas une seule fois. Le cyclisme est mis en accusation. Cette tactique agressive est parfaitement rodée à un but. Dissimuler au public le système sophistiqué mais risqué mis en place par Armstrong et d'autres pour passer au travers des tests de dépistage. George Hincapie a déclaré avoir aidé le Texan à échapper de justesse à un contrôle positif en 2000 lors d'une course en Espagne. Il lui avait envoyé un texto pour l'avertir de la présence de contrôleurs à son hôtel. D'après George Hincapie, Lance Armstrong avait pris de la testostérone. Il abandonne volontairement la course pour ne pas subir de tests de dépistage. Afin de ne pas se faire prendre, les coureurs étaient prévenus des contrôles à l'avance et ils abandonnaient la course si le risque était trop grand.
Tyler Hamilton a raconté qu'une fois un contrôleur est venu frapper à sa porte. Tyler savait que le résultat serait positif. Alors sa femme et lui se sont jetés au sol et ont fait croire qu'ils étaient sortis. Le contrôleur est reparti. C'était aussi simple que ça. L'USADA a établi que l'équipe avait aussi recours à des méthodes plus scientifiques pour échapper au dépistage. Le docteur Ferrari avait mis au point des techniques nouvelles et presque indécelables pour administrer de l'EPO aux coureurs de l'US Postal. Ils avaient décidé de procéder par intraveineuse plutôt que par injection sous-cutanée. Ainsi, on réduit le délai pendant lequel la substance est détectable dans l'organisme. Un avantage considérable quand les contrôleurs effectuent régulièrement des visites à domicile. Quand un coureur en prenait le soir, il n'avait qu'à faire le mort jusqu'au lendemain matin et c'était bon. J'ai été contrôlé négatif des centaines de fois. À l'époque, nos médecins avaient une longueur d'avance sur les contrôleurs. Au début de la saison 2004, Lance Armstrong et l'US Postal semblent invincibles. Rappelez-vous de John Gotti, le Don en téflon. À chaque fois qu'il échappait à une condamnation, son pouvoir grandissait au sein de la mafia. Tout le monde pensait qu'il ne serait jamais condamné. C'était pareil avec Lance. Personne n'arriverait jamais à le prendre sur le fait. Il ne lui manque plus qu'une victoire pour établir un record en remportant le Tour de France 6 fois d'affilée. Devenu aussi célèbre qu'une rockstar, il partage même la vie de la chanteuse Sheryl Crow. C'est tout naturel pour moi d'être ici. Il est devenu extrêmement puissant. Grâce à sa fondation caritative, il est un des philanthropes les plus en vue des États-Unis. Mon ami, un grand champion et un grand Américain, Lance Armstrong. Pourtant, sa fortune et sa célébrité reposent sur un énorme mensonge. Il n'aurait gagné aucun de ses 6 Tours de France s'il n'avait pas pris de la testostérone et de l'EPO ou fait des transfusions sanguines. Mais il est prêt à tout pour protéger son secret. Il y a 2 côtés chez lui. Le champion adulé et très charismatique, mais aussi la face sombre, l'homme qui a brisé l'existence et la carrière de beaucoup de gens. La machine parfaitement huilée contre-attaque impitoyablement face aux accusations, aux fuites et aux menaces. Nous en avons assez de ces allégations. Et nous ferons tout pour nous défendre. Elles sont complètement fausses. Nous avons intenté des procès en Grande-Bretagne et en France contre tous ceux qui les propagent. Ça suffit. Avec Lance, c'était blanc ou noir. On était avec lui ou contre lui. Pendant le Tour 2004, le coureur Filippo Simeoni s'aperçoit de ce qu'il en coûte de se dresser contre le champion texan. L'Italien était sur sa liste noire depuis 2002 quand il avait témoigné contre l'ami et médecin d'Armstrong, le docteur Ferrari. Celui-ci est condamné en 2004 pour fraude sportive, mais fait appel. Alors Lance a décidé de détruire Simeoni. En 2006, Michele Ferrari obtiendra un non-lieu. Mais pour Armstrong, Filippo Simeoni a commis une faute impardonnable en brisant la loi du silence qui règne dans le cyclisme. Personne ne parle. Tout le monde garde le secret. On doit pratiquement l'emporter dans la tombe. Pendant le Tour 2004, c'est l'escalade dans la guerre entre Armstrong et Simeoni. Lors de la 18e étape, le coureur italien rejoint l'échappée du jour. Armstrong a déjà une avance très confortable au classement général. Malgré cela, il court le risque de gaspiller une énergie précieuse en se lançant à sa poursuite. Je n'ai jamais vu ça. Simeoni regarde par-dessus son épaule. Armstrong est derrière moi. C'était une première. Jamais un maillot jaune n'avait attaqué aussi tard dans la course et dans une étape aussi peu importante. Le Texan fait pression sur Simeoni pour que ce dernier laisse partir l'échappée. Reconnaissant implicitement le pouvoir et l'influence d'Armstrong, Simeoni obéit. C'est alors qu'une caméra filme le dernier geste d'Armstrong, un message très clair adressé à Simeoni. « Tais-toi ». Pour moi, cela restera un des moments les plus moches du sport. C'était un vrai despote.
Il avait énormément de pouvoir sur le peloton. Il semble qu'Armstrong soit prêt à tout pour garder ce pouvoir et éliminer un rivaux, même s'il s'agit d'un vieil ami. Son ancien lieutenant, Tyler Hamilton, court désormais dans l'équipe Phonak. C'est l'un des principaux concurrents du Texan dans le Tour 2004. Tyler est un des favoris. Il a de l'expérience et a fait une bonne saison l'année dernière. Je ne voulais pas me mettre à dos le camp de Lance Armstrong, car dans le cas contraire, je savais qu'il allait me pourrir la vie. Mais juste après le prologue, il est convoqué par l'UCI qui lui demande de s'expliquer sur un contrôle suspect. Quelqu'un avait signalé à l'UCI que certains de ses résultats étaient inhabituels. Sidéré, Tyler Hamilton apprend par Floyd Landis, le confident d'Armstrong, que c'est ce dernier qui a prévenu l'UCI. Lance Armstrong a un sens de l'honneur très spécial. Il n'a jamais hésité à dénoncer ses ex-coéquipiers et ses rivaux quand ça l'arrangeait. C'est un avertissement. Mais Hamilton est informé de ne pas s'inquiéter et de continuer la course. Les rivaux d'Armstrong ne sont pas les seuls à subir des tentatives d'intimidation. Ses coéquipiers qui ne se soumettent pas au programme de dopage se sentent aussi menacés, comme son ami Frankie Andreu. Avant le Tour 1999, Lance a passé un savon à Frankie, lui disant qu'il ne jouait pas le jeu et qu'il n'avait pas l'esprit d'équipe. Traduction, tu ne fais pas ce qu'il faut. Lance a recommencé en 2000. Il est temps que tu t'y mettes sérieusement. Va voir Ferrari. Alors même qu'il se dopait et faisait pression sur les autres, le public le considérait comme un héros. Des millions de gens portaient son fameux bracelet jaune, tant son influence était grande. Ils ne connaissaient pas l'autre facette. Mais son secret va bientôt le rattraper. Vous n'avez jamais pris de produits dopants dans le cadre de votre carrière cycliste? C'est exact. Cela comprend toutes les substances interdites, quelles qu'elles soient. C'est exact. En 2004, la compagnie d'assurance SCA refuse de payer aux coureurs plusieurs millions de dollars de primes en raison des rumeurs de dopage dont il fait l'objet. Il lui intente un procès. C'était une marque de piqûre. Ses anciens coéquipiers, Un produit injectable. ses anciens amis Je préférerais ne pas devoir déposer. et Armstrong lui-même sont amenés à témoigner sous serment. Vous affirmez que ça n'est jamais arrivé? Non, jamais. Comment est-ce que ça aurait pu arriver, puisque je n'ai jamais pris de produits dopants? Vous pourriez ne pas vous en souvenir? Combien de fois dois-je le répéter? Je préfère m'en assurer pour que tout soit clair. Le procès risquant de faire éclater la vérité au grand jour, Lance Armstrong est prêt à tout pour préserver son secret. Quand Betsy Andreu vient déposer devant l'avocat de la SCA, Jeffrey Tillotson, elle constate avec surprise qu'il est présent dans la salle. Betsy est sortie immédiatement. On l'a suivie. Elle était complètement affolée. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il fait là? Armstrong reste assis juste en face d'elle pendant toute sa déposition. Que disait le mail que vous avez envoyé à M. Armstrong? Mais elle refuse de se laisser intimider. J'ai écrit « Tu n'as aucun respect pour les autres. Tu traites les gens comme de la merde. Frankie est un ami, pas un employé. On n'a pas à supporter tout ça. » Puis elle lâche une véritable bombe. Elle rapporte la conversation dont elle aurait été témoin en 1996 entre Lance Armstrong et le médecin qui le soignait pour son cancer. Il lui a demandé « Avez-vous déjà pris des produits dopants ?» Lance a répondu oui. Lesquels? Lance a dit de l'OPO, de l'hormone de croissance, de la cortisone, des anabolisants et de la testostérone. Il ne la lâchait pas des yeux. S'il avait pu la tuer par la pensée, il l'aurait fait. Malgré ce témoignage accablant, la SCA est condamnée à verser 7,5 millions de dollars aux coureurs. Je voulais que la vérité éclate. C'est une tricherie énorme dans l'histoire du sport. Fallait-il ne rien dire? La vérité n'avait-elle donc aucune importance?
Une fois de plus, les adversaires d'Armstrong mordent la poussière. L'année suivante, le coureur dépasse une nouvelle fois ses limites devant un public admiratif. Lance Armstrong obtient une 7e victoire consécutive au Tour de France. Les rumeurs de dopage continuent de poursuivre la légende vivante du cyclisme. Mais au fait de sa gloire, le coureur fait un ultime pied de nez à ses détracteurs. Je voudrais dire à ceux qui ne croient pas au cyclisme, aux cyniques et aux sceptiques, vous me faites de la peine. Vous êtes incapables de grands rêves. Vous ne croyez pas au miracle. Il savait qu'on savait qu'il se dopait, mais qu'on ne pouvait pas le prouver. C'était une façon de narguer les gens. Puis au sommet de sa carrière, il annonce qu'il prend sa retraite. Il est temps pour moi de m'arrêter et de m'occuper de mes enfants. L'année suivante, c'est Floyd Landis, son ami et ancien protégé, qui reprend le flambeau. S'il y en avait un capable de devenir le nouveau grand champion américain, c'était Floyd Landis. Depuis son arrivée dans l'équipe de l'US Postal, Floyd Landis s'est beaucoup entraîné avec Armstrong et l'a aidé à remporter 3 Tours de France. C'est aussi avec lui qu'il a basculé dans le monde du dopage. Il a été endoctriné et initié au programme de dopage pendant le prologue du Tour de France. Quand il a rejoint l'équipe de Lance Armstrong, il a changé. Il s'est retrouvé au cœur du système de dopage. En 2006, la domination américaine sur la grande boucle continue avec Floyd Landis. L'Américain Floyd Landis fête sa grande victoire. Je suis vraiment très heureux. C'est au tour de Landis d'être au sommet. Comme Armstrong avant lui, il est convaincu de ne jamais se faire prendre. Il se trompe. Après sa victoire impressionnante sur le Tour de France, l'Américain Floyd Landis a été contrôlé positif avec un taux anormalement élevé de testostérone. Le coureur tente de se défendre. Je voudrais qu'il ne subsiste aucun doute. Je ne me dope pas. Mais Landis est loin d'être aussi convaincant qu'Armstrong. Les taux que j'ai eus durant toute ma carrière et pendant le Tour sont produits par mon organisme. Le monde du cyclisme reste sceptique. L'UCI le déchoit de son titre et le suspend de la compétition pendant 2 ans. Dans le cyclisme, celui qui est contrôlé positif n'est plus rien. Floyd Landis est lâché par tout le monde. Quand ça se sait, c'est la catastrophe. Floyd Landis s'est battu pendant des années. Mais après sa suspension, il n'a jamais réussi à se faire réengager au plus haut niveau. Pas même par son vieil ami Lance Armstrong, qui après une retraite de 3 ans surprend tout le monde en annonçant son retour sur le site web de Livestrong. Après avoir discuté longuement avec mes enfants, ma famille et mes proches, j'ai décidé de revenir au cyclisme professionnel en 2009. D'après lui, Floyd Landis l'aurait menacé de l'accuser publiquement de dopage s'il n'était pas embauché dans sa nouvelle équipe, ce que Landis a toujours nié. Quoi qu'il en soit, Armstrong tourne le dos à son ex-ami. Ça a été une des pires erreurs qu'il n'ait jamais commises. Parce qu'à ce moment-là, Landis s'est dit « et puis zut ». 4 ans après son bref moment de gloire, Floyd Landis a rendez-vous avec le directeur d'un tour cycliste dans un restaurant de Beverly Hills. Le coureur déchu pose un magnétophone sur la table et appuie sur le bouton enregistrement. Brisant la loi du silence, il déballe tout ce qu'il sait sur des années de mensonges au sein de l'US Postal. Bravo à Landis pour avoir osé dire la vérité. Dans un premier temps, Floyd Landis ne nomme pas Armstrong. Mais ces révélations sont le prélude à la tempête qui va bientôt s'abattre sur le septuple vainqueur du Tour de France. Floyd a dit « Si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe, je vais vous le dire ». Ces déclarations parviennent aux oreilles d'agents de la FDA, la Food and Drug Administration, qui le contactent.
Landis leur parle du dopage au sein du cyclisme et cette fois, il incrimine Lance Armstrong. Il savait où les cadavres étaient enterrés. La FDA décide de lancer une enquête. La question est de savoir si l'équipe de l'US Postal emmenée par Lance Armstrong s'est rendue coupable de fraude en utilisant des produits dopants et en se livrant au trafic de substances interdites alors qu'elle était sous contrat avec un sponsor fédéral, l'US Postal Service. Un grand jury s'est réuni à Los Angeles. Mais Lance Armstrong contre-attaque. Je n'ai rien à cacher. Nous ne fuyons rien. Il s'en prend tout particulièrement à Floyd Landis. Cet individu a écrit un livre pour gagner de l'argent en racontant tout à fait autre chose. En février 2012, 2 ans après le début de l'enquête fédérale sur les agissements du coureur, la justice américaine abandonne l'affaire sans un mot d'explication. Armstrong déclare que c'était la bonne décision. À ce moment-là, il s'est dit à juste titre qu'il avait échappé au pire. Mais à peine l'enquête fédérale a-t-elle pris fin que le patron de l'USADA, Travis Tygart, annonce qu'il poursuit l'investigation sur le plan sportif. Aucun sportif ne devrait être obligé de tricher pour réaliser son rêve. L'USADA n'a aucune autorité en matière juridique et criminelle. En revanche, elle peut suspendre des sportifs des compétitions officielles pendant des années, voire à vie. Travis Tygart prend contact avec d'anciens équipiers de Lance Armstrong, dont Tyler Hamilton. Quand ces hommes liés par la loi du silence se sont mis à table, tout a éclaté au grand jour. 11 ex-coéquipiers du Texan témoignent contre lui. Parmi eux, 6 coureurs encore en activité qui écopent chacun de 6 mois de suspension pour dopage. La puissante machine de guerre du champion se mobilise. Il s'est soumis avec succès à tous les contrôles. Et comme on n'a jamais pu prouver sa culpabilité, voilà qu'on lui demande de prouver son innocence. Il est et sera toujours un provocateur. Mais sa chance est en train de tourner. L'occasion de se mettre à table est trop belle pour certains anciens membres du premier cercle. C'est comme si on m'avait ôté un poids énorme de la conscience. Je me suis tout de suite senti mieux. J'ai compris que ma vie allait changer, que je prenais la bonne direction. J'avais envie de le hurler à tout le monde. En octobre 2012, l'USADA rend public l'intégralité de son rapport et dévoile ce qu'elle appelle le monde secret de Lance Armstrong. C'est ce qui a tout fait basculer. Jusque-là, chacun des deux camps était crédible. Le rapport de 1000 pages décortique le système de dopage de l'équipe de l'US Postal. Les noms, les dates, les lieux, tout apparaît dans les moindres détails, en particulier le rôle joué par le principal responsable, Lance Armstrong. Cela prouve, sans le moindre doute malheureusement, que l'équipe de l'US Postal et Lance Armstrong ont mis sur pied le programme de dopage le plus sophistiqué qu'on ait jamais vu. Lance Armstrong est le plus grand tricheur de l'histoire du cyclisme. Pas seulement par le nombre de victoires remportées, entre autres dans le Tour de France, mais aussi par le nombre de gens qu'il a impliqués dans cette tromperie. J'ai toujours pensé que la vérité finirait par éclater, parce que c'était trop important. Mais je n'imaginais pas que cela avait cette ampleur. Nous-mêmes n'en sommes pas revenus. C'est ahurissant. Une semaine après la publication du rapport de l'USADA, Lance Armstrong s'exprime à l'occasion du 15e anniversaire de sa fondation. Ces 2 dernières semaines ont été difficiles pour ma famille et moi, pour mes proches et pour cette fondation. Ce jour-là, il apparaît changé aux yeux de Tyler Hamilton. Je le connais bien. J'ai vu un homme brisé. Ça s'entendait à sa voix. L'ampleur du scandale est à la hauteur du mythe qui s'effondre chaque jour un peu plus. Le 22 octobre 2012, la disgrâce est officielle. L'UCI le déchoit de ses 7 titres de vainqueur du Tour de France. Il est également interdit de compétition en cyclisme
et dans tout sport professionnel. Au printemps 2012, il aurait encore pu se présenter devant l'USADA et tout avouer, comme ses coéquipiers. La sanction aurait été plus clémente. Rétrospectivement, c'est plus facile d'essayer d'anticiper des stratégies. La réaction est immédiate. Il est lâché par ses sponsors, dont Nike, Oakley et Trek. Depuis qu'il avait 15 ans, on lui répétait « Tu n'es pas comme les autres, tu peux tout ». Et voilà que pour la première fois, on lui disait « Tu n'es qu'un pauvre type ». Il a menti pendant des années. Et en plus, il a détruit la vie de ceux qui avaient osé dire la vérité. Cette fois, il est vraiment dos au mur. Sa légende a été brisée par le rapport de l'USADA. À l'automne 2012, Lance Armstrong n'est plus intouchable. Lance était extrêmement puissant. Jamais j'aurais pensé que la chute serait aussi terrible. Pourtant, juste après avoir été déchu de ses titres, il poste une photo de lui sur Twitter. On le voit allongé sur un canapé sous ses 7 maillots jaunes encadrés. De retour à Austin, je flemmarde. Jusqu'au bout, il n'a pas pris cette affaire au sérieux. Il ne s'est pas rendu compte de la menace. Mais les retombées du scandale sont telles que cette fois, Lance Armstrong ne peut plus les balayer d'un revers de main. Le 17 octobre 2012, il démissionne de son poste de président de Livestrong, l'association que certains considèrent comme sa plus grande réussite. En janvier 2013, il prend une décision. Tout le monde se doutait qu'il finirait par faire une espèce de mea culpa. Aujourd'hui, Lance Armstrong a accordé à Oprah Winfrey une interview de 3 heures chargée d'émotions. Plusieurs de ses conseillers ne voulaient pas qu'il aille chez Oprah. Ils se demandaient ce qui pourrait bien en sortir de bon. Ce soir de janvier, devant des millions de téléspectateurs, Oprah Winfrey va droit au but. Avez-vous pris des substances dopantes illégales? Oui. Mais après l'émission, certains lui reprochent de ne pas être allé jusqu'au bout. Il a refusé d'aborder certains points. Il a nié s'être dopé en 2009 et 2010, alors qu'il existe des preuves solides qu'il l'a fait. En effet, l'USADA a fait analyser les échantillons de sang du coureur prélevés pendant ces 2 tours. Les résultats montrent avec une quasi-certitude que le coureur avait effectué une transfusion autologue. Il y avait une chance sur 1 million pour qu'il ne se soit pas dopé. Pourquoi Armstrong continue-t-il d'affirmer qu'il n'a rien pris au cours de ces 2 années? Les sceptiques ont une explication. Aujourd'hui, les faits commis lors des 2 tours précédents sont prescrits. En revanche, ce n'est pas le cas des faits les plus récents, d'où la prudence d'Armstrong et ses aveux partiels. Ces problèmes ne font que commencer. Nous allons demander le remboursement de plus de 12 millions de dollars, correspondant aux primes versées pour les victoires obtenues. Depuis, il a reconnu avoir triché et a été déchu de ses titres. Mais le principal danger pourrait venir du ministère de la Justice américaine. En février 2013, il s'est joint à Floyd Landis qui a porté plainte contre Lance Armstrong pour avoir trompé le gouvernement américain. Floyd Landis a entamé une action quitam, c'est-à-dire une alerte éthique. Le gouvernement américain prétend que Lance Armstrong a rompu les termes de son contrat avec l'US Postal Service en se dopant. Sa plainte vise à récupérer les millions de dollars versés à l'équipe cycliste. Mais les avocats du coureur ont rétorqué qu'en réalité, l'US Postal Service avait très largement bénéficié de ses activités de sponsor qui lui auraient rapporté 100 millions de dollars. Que va-t-il lui arriver? C'est difficile à dire, mais ça se présente mal. Cette affaire aura des répercussions. Je m'inquiète pour lui. J'espère que la vérité lui fera du bien. Je l'espère sincèrement. On finira par lui pardonner. Pour beaucoup de gens, il reste un champion. J'aime gagner et j'ai peur de perdre. Mais plus que tout, c'est peut-être pour cela que je me lève tous les matins. L'homme qui dit craindre la défaite tirera peut-être un enseignement précieux de cette affaire.
Mais pour l'instant, l'idole n'en finit pas de tomber.